Alors oui, le vibe coding est mort, mais il ne faut pas le pleurer, et on va voir pourquoi. Tout d'abord, alors il fait un peu sombre dans la salle, je vais essayer quand même de vous voir. À main levée, qui a déjà vibe codé une application? Soyez pas timide, on est entre nous, c'est la famille. Qui l'a déjà mis en production, cette application? Qui le regrette? Bande de menteurs. Enchanté, moi c'est Aurélien, je suis GenAI architecte pour Sphere et aussi Engineering Director pour l'agence de Lille. Et en fait, je vais vous partager ici mon retour d'expérience de ce que j'ai pu vivre au quotidien avec mes clients, avec mes équipes, autour de la pratique de l'IA générative. Et vous verrez que avec ce retour d'expérience, j'ai construit une nouvelle solution que je vais vous présenter dans une démo. Alors Copilot, ChatGPT, Cursor, Claude Code, tous ceux qui vont arriver, vous les connaissez ou vous les connaîtrez naturellement. Et j'ai pas eu envie de vous faire l'affront d'une énième frise chronologique, je pense que d'autres feront ça très bien, et puis voilà. Cependant, dans l'histoire que je vais vous raconter, il y a un moment qui est précis, qui est hyper important en fait, dans notre métier de AI Augmented Developer. C'est un point de bascule, et c'est pas une release, c'est pas un nouveau modèle, c'est pas un effet d'annonce, c'est un tweet, un seul, celui de Karpathy, le 2 février 2025. Le 2 février 2025, Andrej Karpathy, je ne sais pas si vous le connaissez, membre fondateur d'OpenAI, ex-directeur de l'IA chez Tesla, et depuis mai, il a été recruté par Anthropic, donc ce n'est pas vraiment un débutant dans ces sujets-là. Il poste un petit tweet, en vrai c'est un gros tweet, dans un contexte qui paraît presque banal en fait pour ce type de personne. Il explique qu'en fait, on est dimanche, il développe un code, un bout de code pour un projet perso avec Cursor, avec Claude, et vu qu'on est à l'ère de l'IA, il dicte tout en fait à l'IA. Donc il utilise Super Whisper. Et dans son tweet, il décrit juste ce qu'il a fait le dimanche. Il n'y a pas d'intention derrière, pas l'idée de réinventer en fait l'écosystème. Il veut juste partager en fait ce qu'il fait au quotidien. Et ce tweet, c'est hyper important. J'ai mis un slide à jour hier. Il a été vu 7,2 millions de fois. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut être à l'échelle de Twitter. C'est quand même un tweet qui est devenu très viral. Et ce tweet, en fait, il a donné naissance à une toute nouvelle pratique, un truc qui a pris une proportion que Karpathy n'avait pas imaginée. Lui, en fait, se disait juste qu'il partageait quelque chose, comme une pensée qu'on a sous la douche sur Twitter. Ce tweet, normalement, c'est lisible pour tout le monde. Je vous laisse le temps de le digérer, mais en même temps, j'ai envie que vous reteniez 3 choses. D'abord, ce qu'il dit dans son tweet, c'est qu'on oublie que le code existe. Le code, finalement, c'est éphémère, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est le résultat final. La deuxième chose qu'il est important en tout cas que j'ai identifiée comme importante, c'est qu'il explique que, par défaut, il accepte tout, il ne lit plus en fait les diffs dans son code. Il fait juste confiance au LLM, plus de review. Et la chute de ce tweet, qui est en bleu, je ne suis pas sûr, c'est que finalement, il identifie ça comme une solution qui n'est pas trop mal pour du code jetable pour des projets du week-end. Cette phrase, gardez-la en tête, elle va revenir tout à l'heure. Quand on parle de vibe coding, c'est important d'abord de bien décrire de quoi on parle. Il y a le sens strict, celui de Karpathy, on délègue le code, la génération du code à une IA, on lui fait confiance, on regarde le résultat, et puis finalement, on est dans une posture de « je fais confiance, je me refuse le droit de comprendre ce qui a été généré ». Et puis, il y a le sens élargi, celui, je pense, pour lequel vous avez levé la main tout à l'heure, qui s'est répandu, qui devient tout ce qui a été codé avec une IA. Et ce glissement, il y a une personne aussi assez connue qui s'appelle Simon Willison, qui est le cofondateur du framework Django, donc pas un débutant non plus, qui combat en fait l'usage du terme vibe coding. Pour lui, si on a relu le code, si on a testé notre code, si on s'est assuré de comprendre ce qui a été produit, eh ben on n'est plus dans du vibe coding. On est juste dans une approche où le LLM est utilisé comme un assistant de frappe. En quelques mois, après le tweet de Karpathy, en fait, on voit que le terme explose. Tout le monde l'utilise, ça surcharge nos réseaux sociaux, ça surcharge le système de la tech. Et il y a quelques indicateurs qui sont hyper intéressants à suivre. Y Combinator, dans sa campagne, sa promo de l'hiver 2025, a repéré que 25% des startups qui ont généré un nouveau produit l'ont fait avec une code base à 95% générée par l'IA. C'est-à-dire qu'un quart des produits
est complètement généré par une solution autonome. L'engouement pour le terme vibe coding devient tel qu'en 2025, en novembre 2025, le Collins English Dictionary va élire le terme vibe coding comme mot de l'année. Et à ce moment-là, Karpathy en fait se rend compte du décalage qu'il y a entre le tweet qu'il avait fait comme ça un dimanche soir sur son canapé et ce qui se passe vraiment dans les milieux tech. Et il y a un vrai décalage. Ce décalage, en fait, c'est je mets un truc en production parce que ça m'amuse un week-end, je vais l'utiliser en production dans mon entreprise. Et là, ça commence à pas être très drôle parce que le LLM, il n'est pas aussi intelligent que nous. Pas encore. On voit aussi apparaître un nouveau signal, un nouvel élément qu'il faut mesurer, c'est le slope. En 2020, GitClear a fait une analyse de 211 millions de lignes de code sur des repos qui ont été publiés, qui ont été mis à jour entre 2020 et 2024. L'étude est disponible, je vous partagerai les slides de tout ce que je dis, c'est hyper intéressant. En fait, il y a quelque chose qui est à retenir de cette étude, c'est d'abord que le refactoring tel qu'on l'imagine, je prends un bout de code, il y avait des duplications, je vais m'arranger pour éviter ce code de duplication. Eh bien, cette chose-là, on est passé d'un changement de 25% des lignes de code par refactoring, ce qui est très bien, attention, à moins de 10%. Ça veut dire qu'on ne refactore plus notre code. Et en même temps, si on regarde l'étude, le copier-coller ne fait qu'augmenter. On est passé de 8,3 à 12,3%. Ça ne paraît pas énorme, mais en fait, c'est une augmentation de 48%. Donc ça veut dire qu'on va dupliquer du code, faire du copier-coller 2 fois plus souvent que ce qu'on faisait. Et en même temps, on identifie, en tout cas l'étude identifie que le code churn, donc le code qui est là pour 2 semaines, qui va être supprimé dans la foulée, en fait, il double lui aussi presque sur cette année-là. La conséquence de ça, ce qui nous intéresse nous en tant que développeurs, en fait, c'est qu'on peut se dire que depuis 20 ans, la tendance, elle s'inverse. On va copier énormément, en gros, le LLM va copier énormément de code, là où avant, on passait beaucoup plus de temps à faire de la qualité, à refactorer notre code, à le rendre lisible pour nous et nos pairs. Et ça a donné naissance, en fait, dans le Merriam-Webster, donc un dictionnaire américain, à ce que le terme slope, qui peut être traduit par bouillie, et comprendre bouillie de code ici, comme étant le terme de l'année. Et puis, on a aussi un incident majeur qui est paru, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux, c'est Jason Lemkin, qui travaille pour LinkedIn, pour Replit, qui a publié publiquement en fait, un retour d'expérience, qu'il a appelé le Vibe Coding Day9. En juillet 2025, ce n'est pas un profil tech, Jason, et en fait, il veut juste transformer, ajouter des features. Et si je veux juste ajouter des features sans comprendre ce qui se passe, on a un mot valise, le Vibe Coding. Et donc, il commence, il développe des trucs, tout ça. Il crée ses agents, il ajoute des instructions. L'instruction qu'il écrit, c'est code freeze. On ne touche surtout pas à ce qui est là, tu crées des nouvelles branches, mais en tout cas, tu ne touches pas à la production. L'agent, l'IA, elle est là pour nous faire plaisir, pour générer quelque chose. Et donc, il y a un système de pondération qui existe derrière ça. Et pour l'IA, en fait, les demandes de Jason étaient plus fortes que les instructions qu'il avait données. Et donc, en fait, l'IA, elle a complètement dit, bon, ce truc-là, je m'en fous, je vais quand même tout défoncer. Le résultat, c'est qu'en prod, l'IA a supprimé, vous voyez, à peu près 1200 enregistrements d'entreprises ou de dirigeants, mais vraiment en prod. Et en fait, l'IA s'est dit aussi, il y a un problème parce qu'il n'y a plus d'enregistrement, peut-être que je dois faire quelque chose. Et donc, elle a généré des faux utilisateurs en disant, ouais, t'inquiète pas, tout se passe bien, c'est cool. Et quand Jason Lemkin s'est rendu compte de la supercherie, il a demandé à l'IA de faire un rollback, de revenir en fait à la version, de réinstancier les bases telles qu'elles étaient. L'IA a dit sereinement, le rollback, c'est pas possible sur ta version. Et ça, c'était vraiment une hallucination de l'IA parce qu'en fait, on ne l'a pas cadré, on ne lui a pas expliqué le contexte. Et à ce moment-là, il y a aussi le CEO de Replit qui a tranché, qui a expliqué que publiquement, ce genre de choses ne devrait pas arriver et qu'il allait mettre en place des solutions pour éviter que ça arrive. Et là, on est vraiment dans le cas du Karpathy, j'accepte tout, je ne fais pas gaffe, à la contrainte en fait, d'un environnement de production. On a vu le slope sur le problème de qualité, il y a aussi les problèmes de sécurité qui sont amenés par les LLM. 2 études que j'ai trouvées intéressantes. D'abord, Veracode, en 2025 aussi, en octobre, regarde en fait la qualité de production des LLM. Veracode estime que effectivement, les LLM, dans le temps, s'améliorent sur la qualité, donc le code slope diminue dans le temps. Par contre, les failles de sécurité qui sont induites, ça ne diminue pas. Et même avec les plus gros modèles du marché en octobre 2025, on a toujours les mêmes failles, voire même d'autres failles. Lovable, je ne sais pas si vous connaissez aussi l'application, permet en fait de créer des applis natives par le langage naturel.
Ils ont témoigné à peu près à la même époque que sur 1700 applications créées, il y en avait 170 en fait qui étaient vérolées par des failles de sécurité. Donc je pouvais accéder à des données utilisateurs par le code qui était généré sur Lovable. Ça fait quand même quelque chose d'impressionnant. Et c'est pour ça aussi que dans la salle, à main levée à peu près, j'ai estimé que la moitié de la salle n'utilisait pas le vibe coding, en tout cas n'utilisait pas l'IA pour s'augmenter aussi fort que ce que disait Karpathy. Et dans les études, on voit qu'il y a 41% des développeurs en fait, qui disent éviter le vibe coding justement pour ces problèmes de qualité et de sécurité. Et en même temps, les personnes qui utilisent les IA, qui vibe code, se sentent plus pertinentes, se disent aller plus vite, produire plus vite, plus rapidement et avoir des goulets d'étranglement plus loin. Meter a fait une analyse en juillet 25 qui montre l'exact opposé. On a pris 16 devs sur leur propre repo, alors pas des devs débutants, hein, des vrais devs qui ont l'expérience, etc. On leur a demandé de travailler sur leur repo, on a identifié 246 tâches. Les devs estimaient qu'ils allaient être 24% plus productifs grâce à l'IA. À la fin du test, ils se sont dit en fait on n'est que 20% plus productifs. Et dans les faits, avec des mesures réelles scientifiques, les devs ne sont pas du tout plus productifs, ils sont même beaucoup plus lents. Ils sont quasiment 20% moins rapides avec l'IA. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'on se rend compte que l'IA ne produit pas quelque chose de qualité, elle produit quelque chose de pas sécurisé, et en même temps, elle me fait perdre mon temps. Donc il y a un vrai danger là-dessus. Ce vrai danger, il est aussi mesuré par l'étude Stack Overflow. Je ne sais pas si vous répondez à cette étude, mais je vous invite à le faire, c'est complètement public et ça permet vraiment d'avoir une idée de ce qui se passe dans l'écosystème. Et l'étude de 2025 montre que sur 49 000 répondants, distribués globalement, 84% des utilisateurs, des répondants, utilisent ou estiment utiliser l'IA dans l'année à venir. 84% de l'utilisateur. Ça fait une population quand même considérable. Et en même temps, si on regarde un peu dans le détail, 29% des gens qui disent l'utiliser estiment qu'en fait, c'est un peu de la merde ce qui est produit. Et ça, ce résultat, en fait, il ne fait que s'accroître dans le temps. Au plus on avance dans le temps, par rapport à l'étude 2024, en fait, ce chiffre des 29%, il a augmenté de 11 points. C'est-à-dire qu'au plus on avance, au plus les développeurs se disent que utiliser l'IA de manière vibe coding à la Karpathy, ça ne marche pas. Et donc on est très très frustrés. Et en fait, 72% des répondants disent n'utiliser l'IA que pour des projets perso et pas à l'échelle de l'entreprise. Et on a quelques grandes voix, quelques noms que j'aimerais que vous reteniez, qui vont aussi monter au créneau et expliquer qu'en fait, ce n'est pas une très bonne idée de vibe coder à la Karpathy. Il y a notamment Andrew Ng qui estime, en fait, qui explique qu'à la fin de la journée, il est complètement épuisé par l'usage des solutions d'IA, qui a une surcharge cognitive, en fait, qui induit aussi les gens en erreur, qui va ajouter beaucoup d'interactions avec un système qu'ils ne maîtrisent pas. Et bien que Ng soit un ponte de l'IA au sens très global, de la grande famille de l'IA, il émet quand même des doutes sur cette pratique. Simon Willison, dont je parlais aussi tout à l'heure, lui réexplique sur ses blogs, que construire du logiciel comme ça, c'est pas construire en fait. Là, on est plutôt sur un jeu où on va lancer des dés et on verra bien ce qui sort. Et lui propose un autre terme à la pratique, à la place de vibe coding, il propose le vibe engineering. Et enfin, dans le Tech Radar de Throwworks, j'espère bien le prononcer, on voit apparaître un nouveau terme en 2025, fin 2025, qui est le Spec Driven Development. Et c'est un terme qui m'a un peu interrogé à l'époque et que j'ai creusé. L'idée du Spec Driven Development, alors ça c'est un terme qu'on existait déjà, il faudrait rajouter un AI quelque part là-dedans, c'est pas de renoncer à la GenAI, surtout pas, ce serait absurde, vous avez tous pu expérimenter, il y a des trucs qui sont bien, ça accélère quand même, c'est juste qu'il faut qu'on change de paradigme. Jusqu'ici, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je dev, quasiment 20 ans plutôt, je ne suis pas si vieux, le code on l'écrivait, on le relisait, on se l'appropriait, c'était notre bébé. En fait il y avait un sentiment d'appartenance à ce code. On le versionnait, on le faisait vivre, on le voyait grandir. À partir de maintenant, ce code, en fait, il n'est plus le nôtre. C'est celui de l'IA, c'est elle qui a développé. Alors, vous voyez, en plus, j'utilise le elle, je personnifie la solution. Martin Fowler, que tous les gens qui font du craft connaissent, propose en fait que la nouvelle spec qu'on va définir, qu'on va écrire, c'est ça la source de vérité. C'est plus le code, c'est vraiment en fait ce pivot central qui sera le lien entre les humains et les IA, entre les IA et les IA, et qu'on aura quelque chose de beaucoup plus utilisable dans le temps. Donc en fait, on est vraiment là ici dans un changement de paradigme
On va faire l'inverse opposé de ce que disait Karpathy. On ne passe pas du accept all, je ne lis plus rien, je déploie et comme ça. On va vraiment être sur un moment où je vais construire quelque chose, la spec, et où je vais sacraliser en fait ces documents de spécification qui vont nous redonner quelque chose à écrire, à lire, à s'approprier. Alors il y a quelques solutions du marché qui se démarquent déjà. La première, c'est GitHub Spec Kit. GitHub Spec Kit, annoncé le 2 septembre 2025, donc ça a déjà quelques mois d'existence. La promesse de GitHub, c'est de se concentrer sur les scénarios produits et sur les résultats qui peuvent être prévisibles, plutôt que de se concentrer en fait sur le code. Concrètement, on va retrouver un ensemble de commandes, ici je vous en ai listé quelques-unes, qu'on va pouvoir utiliser en fait dans notre solution d'IA et qu'on va pouvoir invoquer à volonté. Le concept clé qui est au milieu, c'est un fichier Markdown qui s'appelle constitution.md qui va contenir les principes non négociables de notre projet. Donc c'est un vrai document qui va être relisé dans notre projet et pour lequel en fait l'agent va utiliser et que l'agent va utiliser comme source de vérité. Aujourd'hui, c'est un projet qui est vachement maintenu. Il y a 109 000, je n'ai pas vérifié les stats, mais il y a 109 000 stars, donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est aussi un signal pour nous développeurs, parce que la plus grande plateforme de code au monde reconnaît en fait officiellement qu'il y a un problème et qu'il faut l'adresser. Et grâce à SpecKit, GitHub nous propose en fait une grammaire pour sortir du marasme du vibe coding. Deuxième approche, avec un style un peu différent, c'est la méthode BIMAD de Brian Madison, qui va, elle, proposer une idée un peu similaire, mais pas tout à fait. On va toujours avoir des commandes qui commencent par des slash, mais là, on va retrouver, non pas des commandes d'exécutables, on va retrouver des personas derrière des agents spécialisés. Chacun aura un rôle. Donc ici, je vous ai listé, il y a l'analyste, il y a le PM, il y a l'UX designer, il y a le Scrum Master, etc. L'idée, du coup, c'est d'utiliser les 12 personas qui sont à disposition pour retravailler, pour rejouer en fait un workflow agile complet. Et c'est ça la promesse en fait de la solution. La dernière version, la V6, est hyper intéressante parce qu'en fait, cette team d'agents, on va pouvoir l'utiliser cross-platform. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire du Claude, du GitHub Copilot, les solutions Gemini. Vraiment, on s'en fiche, on peut vraiment être beaucoup plus libre. Donc SpecKit, c'est pratique parce qu'on a une structuration du processus. BIMAD, c'est bien aussi parce qu'on va structurer ici les rôles. Et il manque quelque chose, et c'est la troisième philosophie, et pour le coup, c'est peut-être ma préférée, c'est la méthode Compound Engineering. La méthode Compound Engineering, qui a été formalisée par Kerian Klassen, vient avec une seule idée, et c'est finalement celle que nous, en tant que développeurs, on utilise au quotidien sans se le dire, c'est que à chaque fois que je fais quelque chose, je vais rendre la tâche d'après plus facile. Je vais apprendre en fait de mon expérience. Et comment on va faire ça? Par les différentes phases en fait qui sont listées ici. Et on va passer beaucoup plus de temps en fait à planifier nos tâches. Parce que la planification, c'est là où l'humain a encore sa valeur ajoutée, c'est là où je peux balancer mes idées, partager mes design systems, partager mes contraintes. La partie finalement génération de code, si les contraintes sont bien expliquées, normalement le LLM s'en sort mieux. Et la phase la plus importante, c'est la quatrième, la phase d'apprentissage. Donc on termine toujours chacune des phases par une phase d'apprentissage. On va mettre à jour en fait les spécifications et l'ensemble des documentations techniques dans notre repo par cette phase de Compound. J'ai essayé de vous lister ici sur une matrice, alors c'est pas très lisible, c'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer en fait que l'écosystème bouge énormément et pousse énormément dans cette direction avec des solutions complètement diverses. Les trois premières, on les a déjà adressées. Il y a Kiro aussi d'AWS qui est intéressant à regarder pour justement avoir un IDE qui va être vraiment orienté spec-driven. On a Aider qui fait la même chose en base de CLI, donc directement dans le terminal. Ce qui est intéressant avec les CLI, c'est que vos IA génératives, elles peuvent travailler directement avec ces lignes de commande et ça limite le nombre de tokens que vous allez utiliser. On a Cloudflow pour l'orchestration multi-agent. Enfin, il y a plein de choses qui sont disponibles et ça bouge tout le temps. Et là, je vous envoie juste des informations de projets open source que vous pouvez retrouver. Mais il y a aussi un signal qui est intéressant à regarder, c'est qu'en fait, cette convergence, elle est aussi identifiée dans le milieu académique, avec notamment une recherche de l'Université de San Diego en décembre 25, qui s'appelle, excusez mon accent, Professional Software Developers Don't Vibes, Vibe Control. Donc les développeurs pros n'utilisent pas le vibe coding, ils contrôlent ce qu'ils font. Et ça, c'est hyper important. Cette étude, elle est vraiment très, très bien faite. Ça permet vraiment de comprendre la responsabilité de chacun, entre l'IA, entre l'humain. Voilà, un petit peu de truc.
Et donc ce qui revient, ce que je voudrais que vous reteniez finalement, c'est qu'en fait, on va changer le paradigme, et ce paradigme, il va tourner autour d'un nouvel artefact. On va créer un artefact textuel, on l'appellera comme on veut, des specs, PRD, constitution, mais c'est la phase de préparation en fait, à la génération du code. Ensuite, on va retrouver un workflow qui fonctionne par étapes. Et chaque étape sera explicite et fait uniquement ce qu'elle doit faire. On va clarifier un problème, on va planifier des tâches de réalisation, on va implémenter, on va faire des reviews. Et chacune de ces étapes, en fait, se nourrit de l'intelligence acquise par les étapes précédentes. Et la troisième chose, la partie qui permet en fait justement à tout ça de fonctionner, c'est la persistance. Les specs, elles doivent vivre dans votre code. Elles ne doivent pas rester comme ça sur votre machine ou dans un chat éphémère. C'est quelque chose que vous allez faire vivre dans le temps. Et dans 6 mois, quand vous allez avoir un bug en production, vous serez content en fait, d'avoir ces types d'informations. Alors certains pourraient me dire qu'on revient sur du waterfall, qu'on a déjà donné, que c'est que de la doc, qu'on n'a pas envie de faire ça. Et en fait, vous avez raison, moi non plus, je n'ai pas envie de faire de la doc. Mais là, l'idée, c'est pas de faire de la doc pour faire de la doc, parce que tout le monde est d'accord, quand on écrit de la doc nous-mêmes, le temps de la mettre à disposition, elle est déjà obsolète. Là, l'idée, c'est de construire cette spécification, cette documentation, avec le LLM, avec nos contraintes techniques de l'endroit où on se trouve à l'instant où on les écrit. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'on faisait avant. Avant, la doc, c'était une réaction par rapport à ce qu'on avait produit. Là, on est en anticipation pour pouvoir produire quelque chose de plus qualitatif. Je vous disais au début, j'ai créé mon propre plugin que j'ai appelé Claude Feature Flow. Et je l'assume complètement d'avoir pompé les idées des autres. Donc SpecKit, je vous l'ai dit, c'est hyper puissant parce qu'on a une découpage en tâches. BMAT, c'est très complet parce qu'on va avoir des personas qui sont vraiment assumés. Compound, c'est élégant parce qu'en fait, ça copie ce que nous on fait et on va retrouver cette base de connaissances qui grandit au fur et à mesure du temps. Et j'ai aucun reproche en fait à faire à ces solutions. Et par contre, il y a des trucs qui ne fonctionnaient pas avec mes projets au quotidien. Alors j'ai gardé quelques petites choses à droite à gauche. D'abord, le fichier constitution. Le fait de se dire que j'ai des contraintes fortes à l'entrée qui sont obligatoires pour le LLM par le LLM. Donc, c'est un fichier que le LLM va lire à chaque fois que je vais lui demander quelque chose. La boucle d'apprentissage aussi de Kerian est hyper intéressante. Moi, je l'ai cachée dans une commande que j'appelle /merge. Donc, quand je merge le code, en tout cas quand l'IA merge le code, automatiquement, toutes les documentations sont mises à jour avec ce qui a été fait dans cette PR. Ce que je n'ai pas retrouvé et qui me manquait, par rapport à ma pratique de l'IA et du spec coding, c'est d'abord un workflow qui va être très linéaire et explicite. Quand vous utilisez les 3 solutions que j'ai listées, en fait, vous êtes très libre de passer du coq à l'âne, de A à B, quand vous voulez, et de revenir sur du B à A. Moi, je voulais quelque chose qui soit linéaire, qui copie finalement le workflow humain que je connais. Et donc, chacune des étapes que je vais utiliser va me dire, l'étape d'après, c'est ça. Et si j'utilise une étape qui n'a pas le nécessaire, l'IA va me conseiller en fait, d'utiliser la bonne feature. Et en plus, chez Sphere, on a la chance d'être partenaire avec Anthropic, et donc on a tous accès à Claude Code. Donc moi, je voulais quelque chose qui soit Claude Code native. Et donc pas de CLI spécifique, pas de script Python qui traîne. Et donc l'idée, c'était aussi de m'assurer qu'on était capable de faire ça. Mon repo contient 11 commandes. Alors, je les ai listées là, je ne vais pas vous faire l'affront de toutes les lire, mais l'idée, c'est vraiment de copier un workflow global de développeurs, avec la constitution d'un PRD, finalement, je vais les lire, les principes fondamentaux de mon application avec le /constitution, la construction d'une roadmap, le découpage avec le specify en sous-unités fonctionnelles, la traduction d'un plan technique en tâches, etc. L'idée, c'était vraiment en fait, de copier ce que je faisais au quotidien en tant que développeur, pour mon IA. L'important, le cœur de ma solution, de cette solution, et je pense qu'il devra être appliqué dans les autres, c'est le fait de ne pas pouvoir sauter d'étape. En fait, il y a des choses qui sont primordiales, et donc si j'ai envie de merger mon code, je veux m'assurer en fait, que la boucle de QA est OK, je veux m'assurer que la review a été faite, en fait, je veux m'assurer que c'est la meilleure version possible que le LLM est capable de faire. J'ai dit que je n'allais pas lire les diffs comme Karpathy, mais je veux quand même que le LLM soit un peu plus intelligent que juste développer cette application. Il manque une slide, désolé. On va passer une petite démo. De cette petite démo que j'ai préparée, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un effet démo, j'ai juste ici... Ah non, il ne veut pas. Je ne me rappelle plus... Pouf, 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 pouf. Pas pratique d'écrire si loin. Il m'aurait fallu un scribe.
J'ai ici enregistré une session de terminal. Alors, ASCII-NEMA, c'est super bien. Désolé pour les décalages, ça dépend de la fonte et de la taille de l'écran. L'idée, c'est de vous montrer une session de vibe coding avec Claude. Donc, vous avez peut-être déjà utilisé Copilot, Claude, Codex, peu importe. On lui envoie une information, on lui envoie juste un message. Ici, je lui dis crée-moi un moodlog, donc une application assez bête qui va, par des petits smileys, me dire dans quel état je me situe, dans quel état mental je me trouve aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de suivre un petit peu mon état pour potentiellement, derrière, avoir d'autres actions. Donc, ça tourne, vous voyez, il réfléchit, il fait des choses, il ne me demande rien, c'est bien. Je peux aller prendre un café, je peux faire vraiment ce que je veux. J'ai vu que certains commençaient à faire des squats et autres exercices pendant les sessions de vibe coding. Je pense que c'est bien pour votre santé. Mais en tout cas, ça avance, ça travaille. Finalement, il ne me demande rien et donc c'est très bien. Dans un même temps, parce qu'on va aller un peu plus vite, on va regarder le résultat de ce qui a été produit. Oh, décidément. Le problème, quand il produit des trucs, c'est qu'il ne fait pas forcément toujours la même chose. Hop. Et donc là, on a le script serveur.js qui a été généré. Alors, je ne lui ai jamais dit non plus que je voulais du JavaScript. Donc, je ne suis pas hyper à l'aise avec le langage, mais je lui fais confiance. Et en fait, j'ai quand même regardé un petit peu ce qu'il faisait, ce qu'il avait généré. Et en fait, ce qu'il a généré, ça marche. Croyez-moi, j'ai fait la démo. Mais c'est bourré de failles, soit de qualité, soit de sécurité. Et je les ai listées, vous voyez, 0, 4, 5, enfin, je les ai listées au fur et à mesure du temps. Il y a beaucoup plus de warnings, finalement, que de lignes de code. Vous êtes d'accord? Du coup, je suis peu confiant. Peut-être pour mon projet du week-end, je vais peut-être le mettre en prod. Et si on fait un petit ls du répertoire, eh ben, en fait, il n'y a pas du tout de répertoire pour les tests. Il n'y a rien qui m'assure que ça fonctionne. Je vais quand même le lancer, hop, pour vous montrer. Je vous invite à tester l'expérience de l'écran déporté en bas. C'est un peu perturbant. Hop. Donc, on a bien notre moodlog. Bon, je m'appelle toujours Aurélien. Et j'ai testé il y a 2 jours. Donc, vous voyez, j'ai quand même testé que ça fonctionnait. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, cette journée est incroyable, bravo aux orgas. Et en fait, ça fonctionne. Il m'a aussi ajouté un petit truc, une petite feature. Ici, je peux me déconnecter. Bon, je ne me suis pas vraiment connecté, j'ai juste mis mon nom. Et j'ai envie de tester, du coup, cette machine, elle est partagée aussi avec Pierre. Et Pierre, le 9, il avait omis son état. Et Pierre, en fait, il n'est pas content aujourd'hui parce qu'il n'a pas pu être au DevLil. Tant pis pour lui. Et donc, il a renseigné, en fait, un mood un peu différent. L'idée derrière, c'est d'utiliser un curl, par exemple, pour regarder comment je me sens. Donc, déjà, il a fait un truc un peu bizarre en termes d'exposition, c'est celle-là, elle ne marche plus. Bon, déjà, ça ne marche pas. Donc, on va revenir sur Claude, on va lui demander de corriger, enfin, on pourrait. Bref, ce que je voulais dire, pour ne pas perdre de temps sur la suite, c'est que cette IA, elle a généré effectivement une API. Cette API, je peux l'attaquer, ce n'est pas le bon port, c'est pour ça. Je peux l'attaquer, ça fonctionnera, mais ce n'est pas sécurisé. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que je pouvais faire la première requête en appelant l'utilisateur Aurélien, faire la même requête en utilisant l'utilisateur Pierre, et en fait, je récupérais toutes les informations. Et il ne m'a jamais dit qu'il y a un problème de sécurité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus pro. Hop, je vais essayer de zoomer pour vous. Hop. Et on va relancer une session à partir de main. Donc dans main, je vous montre, je ne triche pas. J'ai un readme qui ne contient rien. Il y a le repo par défaut avec les specs. Et un runbook qui est en fait ce qui se passe dans ma démo. Je lance Claude. Il est là. Vous voyez, c'est l'interface basique de Claude. Aussi pour la démo, j'ai supprimé toutes mes configs spécifiques. Donc, il faudra que je refasse ça après proprement. Et ce que je veux, en fait, moi, je vous ai dit, c'est utiliser le spec coding. Et donc, je veux commencer par la base, le PRD. Le PRD, hop, pour gagner du temps, je l'ai mis dans un petit utilitaire. Hop. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, hop, PRD, c'est celui-là. Tac. J'ai copié exactement le même prompt et je lance. Ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, hop là, on va faire comme ça. Ce qui se passe derrière, c'est qu'il va appeler mes commandes. Et ces commandes, en fait, c'est juste des fichiers Markdown qui sont exposés dans mon repo.
Donc là, je suis sur le PRD, on va regarder, on va être un peu curieux. Le PRD, en fait, je lui explique juste au LLM ce que j'attends de lui. Donc là, je lui dis, ton but, c'est d'en créer un, tu regardes si ça existe. Si ça existe, ben, tu en feras quelque chose, donc le mettre à jour, vérifier qu'il est cohérent, etc. Si je spécifie, s'il n'existe pas, ben, tu vas à l'étape 1. L'étape 1, c'est quoi? Ben, il s'assure qu'il a la connaissance du projet, etc. Et je lui ai vraiment décrit, en fait, ce que j'aurais fait moi en tant qu'humain. Il dit qu'il a fait, donc la description est suffisamment complète, il va générer le PRD. Donc on va regarder ici, au bout d'un moment, ça va apparaître. Hop, il est là. Il est là. Et il va m'expliquer, en fait, ce que lui a compris du problème. Donc là, les gens oublient de noter leur humeur ou abandonnent les apps trop complexes. Bon, vous avez vu, c'était assez simple, il y a un calendrier, 3 screenshots. Et il m'a tout expliqué, en fait, ce que lui avait compris de mon problème. À cette étape, vous pouvez réinvoquer en fait la commande PRD en ajustant en fait ce qui ne correspond pas en fait à ce que vous attendiez. En plus, ici, j'ai juste envoyé 3 phrases. Je ne suis pas rentré dans le cœur du sujet. On pourrait faire beaucoup mieux. En tout cas, mon PRD existe. Je vais pouvoir le commiter, je vais pouvoir le versionner, je vais pouvoir le faire vivre en fil du temps. L'étape qui suit, il me dit, prochaine étape, pardon, soit tu fais constitution, tu vas exprimer tes règles non négociables, soit tu passes à la roadmap, soit tu spécifies. Bon. On va faire quand même la constitution, il y a quand même des principes importants. Donc il va commencer à travailler aussi. On va faire autrement. Hop. Je vais lui dire que RGPD, c'est important. Point d'exclamation. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme grand principe? Des idées dans la salle? Pardon? Merci. Accessibilité first. Il y a sûrement des fautes. Voilà. Et donc là, il refait ce que je lui ai demandé, donc il va relire le PRD, il repart à chaque fois de quelque chose de nouveau, il ne part pas du principe qu'il sait déjà ce qu'il a fait. Vous avez vu, je n'ai pas nettoyé ma session entre deux, donc il avait déjà une étape de mémoire, mais il veut s'assurer quand même que dans mon IDE, je n'ai pas fait de modification. Donc il s'assure d'être dans un état viable. Ensuite, il va prendre en considération ce que je lui ai partagé, et il va commencer à créer en fait notre système de spec avancé avec le fichier de constitution. Fichier de constitution qui, vous retrouverez aussi ici. C'est un peu compliqué de faire des démos avec des LLM, parce qu'en fait, ils peuvent prendre plus ou moins de temps. Alors, vous pouvez regarder, vous pouvez poser des questions aussi entre deux. L'idée, c'est de le rendre interactif, de la rendre interactive, cette démo. Bon, il a été plus vite que vous pour poser les questions. Donc, il a créé le fichier. Si je regarde, j'ai bien mon fichier qui a été créé dans les specs, avec, normalement, la partie RGPD et accessibilité, donc dans les principes non négociables. Le droit à l'oubli, ça fait partie de la RGPD, les données stockées localement sans tracking, etc. Ouf, c'est ce que je voulais. Passons à la suite. On va commencer par une petite roadmap. Tiens, hop. Ou une phase de design? Allez, une petite phase de design. Dans la phase de design, j'ai été un peu plus loin en fait, dans l'étude. C'est qu'en fait, je construis plusieurs types d'outils. 2 principalement. Des outils web, des outils qui peuvent tenir sur mon mobile, et des outils type CLI pour justement favoriser l'usage l'utilisation en fait de Cloud Code. Et c'est ce que j'ai expliqué en fait dans les systèmes, c'est que je lui ai dit tu vas déjà détecter ce que tu vas faire, tu vas vérifier qu'il y a des mock-ups, donc des maquettes à disposition, tu vas regarder donc si tout ça existe, ça n'existe pas, tu dis à l'utilisateur de revenir en arrière, et si c'est un système CLI, tu t'arrêtes, il n'y a pas besoin, etc., etc. Donc encore une fois, j'étais très verbeux. Et ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas écrire la doc. Et là, en fait, on va rentrer sur une étape où il va interagir avec moi en tant qu'utilisateur. C'est à cet endroit-là aussi où j'aurais pu donner le design system de mon entreprise pour m'assurer en fait, que la solution qui va être produite est en adéquation en fait, avec les prérequis de l'organisation. Bon, là, il me dit tu veux un dark mode, est-ce que tu es d'accord? Vous êtes d'accord avec le dark mode? Palette néon, couleur oui. Bon, de toute façon, je suis daltonien, je ne comprends rien. OK, avec tout. Phase 2. Phase 2, il y a un truc quand même, moi je veux des emojis chatons. Tout le monde est d'accord pour dire que les chatons c'est trop bien. Et on va voir ce qu'il est fait. Et donc il prend en considération mes informations à chaque fois et il va alimenter comme ça mon design system. Voilà, donc il nous le dit, les humeurs ce sera des emojis chatons, il les a listés, il va directement générer le design du machin. On va anticiper. Ah non, peut-être qu'il va me poser d'autres questions. Il y a des questions en attendant? Je vais faire travailler les gens du DevLil. Je ne vous vois pas, mais...
crier. Bon, ça a l'air clair. C'est vraiment pas une bonne idée de faire ça avec un LLM. J'aurais dû enregistrer la totalité. Ah, il est là. Et donc, on a un super design system qui a été créé avec la date de dernière update, les grands thèmes, et on voit ici un ensemble de couleurs qui a été défini. Si jamais les couleurs, ça ne vous correspond pas, si vous n'aimez pas, vous pouvez les changer directement, mais on voit qu'il a été quand même assez loin dans le détail avec les différentes polices, les différents espacements, etc. Donc on a un vrai design system qu'on va pouvoir utiliser qui vient de me générer. On va rendre ça un peu plus rapide et on va faire un git, on va partir à quelle étape fit 0, allez, on va passer à l'étape 4. La création. Il me casse les pieds. Hop, et je relance Claude à un état un peu plus avancé. Donc là, j'ai déjà fait quelques étapes. Bon, c'était la fin de la journée, je suis rentré, j'ai fait du sport, je suis revenu ce matin, je ne sais plus ce que je faisais. Petite commande aussi que j'ai ajoutée, qui peut être sympa, c'est le /status. En fait, vous n'êtes pas censé travailler tout seul sur votre code, et donc c'est intéressant en fait en tant que développeur de savoir où on en est dans l'avancement. Et comme on a tout formalisé, comme j'ai un ensemble de fichiers ici avec des statuts, bah, je sais exactement où j'en suis. Et donc, hop, avançons un petit peu dans l'histoire. On est arrivé à l'étape 4, l'histoire du calendrier. Je regarde le plan, il a différentes informations. Si je regarde l'aspect, elle est dans un état in progress, donc ça veut dire que je vais devoir avancer sur ça. Et donc là, on n'est plus sur du accept all, vous voyez, il me demande est-ce qu'il a le droit d'exécuter cette commande sur mon système. Je suis d'accord, en gros, il va aller regarder ce qui se passe dans mes fichiers. Et il va me faire un petit résumé. Promis, pour l'année prochaine, j'apprendrai à chanter. Donc ici, on est à l'étape 4, elle est terminée. En théorie, je dois passer à l'étape 5, et c'est ce qu'il vient de me dire. Il est en train de me dire, normalement, la prochaine étape, c'est le ship. Le ship, en fait, il va créer une PR sur GitHub. Il va appeler l'agent Copilot qui est sur GitHub pour faire une review supplémentaire pour avoir 2 agents qui vont vérifier en parallèle. Et en théorie, on pourrait soit faire directement le ship, soit passer à une autre commande. Bref, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est vraiment d'enchaîner ces commandes et de s'assurer en fait que dans le temps, on est toujours au même endroit. Si je lui demande par contre de faire le /implement, on va faire même un /build, allez, il y a une bonne idée. Le /build de la tâche 005, qui n'était pas du tout démarrée, il va re-regarder en fait l'état dans lequel il se trouve, parce qu'encore une fois, le système est censé ne pas avoir de mémoire. Alors ça consomme un peu plus de tokens, il faudra peut-être que j'optimise cette partie-là maintenant que les tokens sont un peu plus payants. Et en fait, il va me dire, bah, en fait, tu peux, mais tu n'es pas forcément au bon endroit. Ce n'est pas forcément ce que tu dois faire. Tu es vraiment sûr de vouloir le faire. D'accord? Donc c'est vraiment ce harnais de sécurité que j'ai voulu ajouter en fait, dans cette solution. Il me reste combien de temps? Ok. On va avancer un peu plus vite. Donc ici, je vous ai montré assez rapidement comment ça fonctionnait. Ça peut paraître lourd, ça peut paraître répétitif, mais c'est vraiment en fait, ces systèmes-là en fait, qui vont amener une ceinture de sécurité en fait, à votre usage de l'IA générative. Et on va sortir en fait, du cadre du vibe coding standard pour passer à quelque chose de plus sécurisé, que ce soit en termes de production de qualité ou en termes de sécurité vraiment avec des principes forts que vous allez pouvoir ajouter. Ça évitera de tomber dans les cas des 170 applications de Lovable, du code churn qu'on a identifié, etc. Il y a quand même un changement aussi de paradigme qui est important de voir pour la suite. L'avènement au début de ChatGPT et de ces solutions-là, on avait une IA qui complétait en fait l'humain. Et aujourd'hui, on voit qu'on a vraiment une tendance où les agents deviennent de plus en plus autonomes, voire même on a des systèmes multi-agents qui vont travailler entre eux. Claude, avec Opus 4.8, il n'y a pas si longtemps, permettait justement au sein de Claude Code d'avoir des teams d'agents qui vont prendre la totalité du travail pour la générer de manière automatique. Et donc, il faut gouverner. Et pour gouverner, vous l'avez compris, il faut utiliser des spécifications communes. C'est ce que je viens de dire. Je fais un pari. J'espère que vous le ferez avec moi pour l'année prochaine. Peut-être que j'aurai la même place, à la même heure. Le vibe coding, pour moi,
eh ben, ça va devenir péjoratif. Comme le cowboy coding, comme plein d'autres choses, dans le temps, en fait, on s'est dit que finalement, l'idée, elle n'était pas si bien. Et honnêtement, en fait, ce mouvement, il a déjà lieu. Si on demande à un développeur s'il vibe code, souvent, c'est mal vécu. Le deuxième pari, c'est que tous les frameworks en fait, qu'on a l'habitude d'utiliser vont proposer en fait, ce système de multigate, avec des specs, des tâches, etc., qui vont être réalisées les unes avec les autres. Le troisième pari, c'est que en fait, dans les organisations, les spécifications vont vraiment devenir le nouveau code source. Pardon. Et c'est intéressant en fait, de se dire ça. En gros, on va se dire que l'anglais, c'est le nouveau langage de programmation. Et ce n'est pas moi en fait, qui le dis, c'est Karpathy lui-même qui l'a dit en janvier 23, donc 2 ans avant son tweet magique. Donc ça veut dire que vos specs vont arriver dans votre code source, et c'est ça dont vous allez avoir le plus besoin en fait, dans le futur. Comment commencer? On est jeudi, il y a encore une journée de conférence, mais lundi matin, j'aimerais bien en fait, que vous fassiez 3 choses. La première chose, c'est que vous vous rappeliez déjà de mon talk, bien, mais surtout que vous preniez une feature et que vous commenciez à travailler ce cycle. Une seule feature, une petite, pas forcément tout refactorer tout de suite, mais que vous commenciez à toucher du doigt en fait, ce mouvement de spec coding et que vous commenciez à vous faire une opinion. La deuxième chose, c'est que vous preniez du temps avec votre équipe de créer ces fichiers de constitution. Même si vous ne les utilisez pas en fait, aujourd'hui, ça vous permettra déjà de vous poser les bonnes questions, ce sera votre premier artefact vers le chemin du spec coding. Et enfin, j'aimerais que vous preniez du temps, en tant qu'humain, pour lire la doc, vraiment. Vous posez des questions sur chacune des lignes qui a été produite et que vous inversiez le réflexe du « j'accepte, de toute façon, le LLM, il sait mieux que moi ». Alors, le vibe coding est mort, on ne va pas pleurer, il y a le spec coding qui arrive, et il y a quand même 3 trucs qu'il faut retenir en plus de ce que j'ai dit avant. C'est que ça reste quand même viable pour vos petits projets à vous. Je ne vais pas vous interdire, je ne vais pas vous juger si vous faites du spec coding pour vos petits sites perso, pour vos petites applis qui tournent sur vos mobiles. Gardez-le pour ça, mais soyez conscient quand même de tout ce qu'il y a derrière. La deuxième chose, et on verra si je me trompe, c'est que vraiment la spec, c'est la nouvelle frontière. C'est vraiment ça en fait qui va vous permettre de cranter dans l'usage des solutions d'IA avec des modèles qui sont de plus en plus puissants. Anthropic a annoncé il y a 3 jours, 2 jours, je ne sais plus, Fable, qui est un modèle très très puissant, qui coûte très très cher. Et si on le cadre bien, normalement, il fait quelque chose de bien plus qualitatif que ses prédécesseurs. Et dernier point, qui est pour moi le plus important et que j'essaie de garder au quotidien en fait, dans mes équipes, c'est de garder l'humain en fait, dans la boucle. D'avoir juste des IA qui travaillent entre elles, ça a très peu d'intérêt. Alors, ça peut marcher, ça peut avoir un petit effet waouh. Par contre, il faut garder ce jugement humain que vous avez pour votre équipe, pour faire grandir en fait, ce que vous êtes en train de construire. Merci de m'avoir écouté. Le repo est juste là. C'était Sphère Lille, on recrute. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Et si vous avez des questions, il reste 2 minutes.